Des milliers d'instituteurs dans la rue. Ouverture d'une information contre X dans l'affaire Péchine et affaire Société Générale, la COB ouvre enfin un dossier. Des milliers d'instituteurs dans la rue, ils protestaient pour obtenir une revalorisation de leur statut. Le scandale du médicament pour les reins, le médicament coûte trop cher, on ne le donne qu'à 10% des dialysés. Discrimination. Mitterrand, Gandhi, premiers entretiens en Inde. Premier contrat, 400 millions pour une usine de vaccins. Bonsoir. Avant de développer tous ces titres, ce regard sur une Amérique qui fait peur, l'Amérique des tueries, l'Amérique des fous armés. Rappelez-vous, la dernière tuerie en date à Stockton, en Californie. Un homme a tué 5 enfants dans une école avant de se suicider. Enfin, les Américains commencent à se poser des questions. Les armes à feu sont peut-être trop facilement accessibles. L'équipe d'Antenne 2, Paul Naon et Francis Friedland, s'est rendue tout simplement dans un supermarché. Reportage. Voici un AK-47, on vient de le recevoir. Nous le vendons pour 2100 francs environ. Vous pouvez m'en montrer d'autres? Voilà un HK-91, utilisé aujourd'hui par l'armée allemande. C'est un semi-automatique, chargeur 20 balles, son prix 4500 francs. Tout neuf. C'est avec l'une de ces armes, l'AK-47, qu'il y a quelques jours en Californie, un tueur s'est livré à un véritable massacre. 5 enfants ont été tués, le meurtrier s'est ensuite donné la mort, mais cette arme, il l'avait achetée sans difficulté dans un magasin de la ville. Devant la recrudescence du crime, face à des gangs de mieux en mieux armés, les États ont décidé de mettre un terme à ces ventes d'armes. Paradoxalement, il est beaucoup plus compliqué d'acheter un pistolet qu'un fusil. Pour se procurer une arme de poing, dans certains États, il faut attendre 6 mois les résultats d'une enquête du FBI. Les fusils et les semi-automatiques sont en vente pratiquement libres dans tous les États. Nous sommes ici dans un supermarché qui vend 2000 armes par an. On trouve tout, toutes les marques, du neuf et de l'occasion, à des prix défiant toute concurrence. Ce magasin d'armes se trouve dans l'État de New York. Eh bien, si je peux prouver que je suis résident de cet État, grâce par exemple à un permis de conduire uniquement, je peux emporter sur le champ ces 2 fusils. Le premier, un M16 de fabrication américaine utilisé pendant la guerre du Vietnam, et ce fusil de fabrication chinoise, un AK-47. Vous allez l'acheter? Sans doute. Combien? 4000 francs. Pourquoi? Entraînement. Il est interdit d'acheter des automatiques, mais voici l'efficacité d'une arme semi-automatique comme celle de la tuerie de Californie. En France, les instituteurs sont-ils les oubliés de la réforme Jospin? C'était en tout cas leur cri cet après-midi dans les rues de Paris. Ils étaient nombreux à manifester. 15 000 ou 50 000, tout dépend de celui qui compte, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que les instituts veulent être revalorisés, comme les autres enseignants. Chantal Kimerlin. Attention, l'école primaire est au rouge. Venus de toute la France et même de Nouvelle-Calédonie, les instituteurs ont aujourd'hui montré en force leur détermination. Le projet Jospin-Rocard, qu'ils surnomment le projet JR, ne passera pas en l'état actuel. Des projets au placard, union, action. 2 mots d'ordre, revalorisation des salaires dès la rentrée prochaine, égalité avec les autres enseignants. Le syndicat des instituteurs réclame que les maîtres soient recrutés et formés dans les mêmes conditions que les enseignants du secondaire. Nous commençons à 5008 et nous espérons 8000 francs. En gros, ça me fait lever dans mon bureau à 7h30 pour jusqu'à 6h30, départ des enfants, pour 10 000 francs par mois, tous les jours. Vous trouvez que c'est bien payé? Moi, non. Augmenter les salaires, c'est la priorité. Mais pour les instituteurs, ce n'est pas seulement un problème de gros sous. Il s'agit aussi de moderniser l'ensemble du primaire, la base de tout l'enseignement. Pour l'instant, disons qu'on nous considère nous les petits, on s'occupe des petits, c'est pas important, c'est pas l'avenir du pays, mais on prévoit quelque chose à beaucoup plus long terme. On prévoit, nous, on est en train de préparer la France de demain, et personne n'en a véritablement conscience.
La manifestation aujourd'hui n'appelle pas à la grève. Si certains instituteurs veulent aller jusqu'à des arrêts de travail, la majorité d'entre eux attendent le déroulement des négociations en cours avec le ministère. Oui, et demain, édition spéciale, notre magazine présenté par Claude Sérillon sera consacré au malaise de l'enseignement. Toutes vos questions, vos interrogations, vos expériences, vous pouvez les transmettre par Minitel. Réponses seront apportées par les invités de l'émission. Il vous suffit de faire 3615, code A2. Pierre Jox rencontre les autonomistes basques. C'est une première. Pour la première fois, en effet, au Pays basque français, un ministre de l'Intérieur a reçu à Bayonne des mouvements politiques basques, autonomistes ou proches des nationalistes. Les affaires, deuxième épisode, la COB a décidé de se saisir du dossier de la Société Générale. C'est officiel, le ministre de l'économie le souhaitait et Roger Fauroux, le ministre de l'Industrie, a déjà dit il y a quelque temps que l'affaire Société Générale était la plus grave. Explication de Gérard Leclerc sur ce revirement de la COB qui hier encore n'envisageait pas d'examiner le dossier. Par ouvrir le dossier de la Société Générale. Une enquête sur la Société Générale. Pour le moment, aucune décision d'enquête n'a été prise sur... Oui, mais c'était hier et depuis la COB a trouvé suffisamment d'informations et de présomptions pour ouvrir une enquête. Elle devra déterminer si les transactions entre juin et octobre 88 ont donné lieu à des délits d'initiés ou des manipulations de cours. L'été dernier, le financier Georges Pébreau lançait avec quelques alliés, dont Gustave Leven, PDG de Perrier, Jean-Louis Descours, des Chaussures André, et François Dalle, de L'Oréal, une offensive boursière sur le capital de la Société Générale. Ils détiennent bientôt plus de 10% de la Générale, avec la bénédiction de Pierre Bérégovoy, soucieux de casser les noyaux durs d'actionnaires mis en place par Édouard Balladur. Mais l'opération soulève deux critiques. Le soutien à Georges Pébreau de la Caisse des dépôts, organisme public qui aujourd'hui parle de se désengager, et le manque de transparence qui a pu masquer des opérations délictueuses. Il y a 3 semaines, le ministre Roger Fauroux faisait sensation en parlant d'une affaire d'une toute autre gravité que Péchinet et en regrettant que la COB n'ait pas ouvert une enquête. La semaine dernière, les soupçons sur l'acquisition par Samir Traboulsi de 500 000 titres de la Générale relançaient la polémique. Pierre Bérégovoy demandait à la COB de s'y intéresser. C'est aujourd'hui chose faite. Dans l'affaire Péchinet, une information judiciaire contre X a été ouverte, c'était prévu. L'affaire va maintenant devant les tribunaux. Alors quelle suite possible? C'est toute la question. Et combien de temps cela va prendre? Isabelle Bechler, Dominique Thiers. Dans le monde boursier, l'information c'est la vie. Savoir avant les autres pour acheter avant les autres, revendre et faire son profit avant que l'information ne soit ébruitée, c'est le quotidien des boursiers. Tout le monde est initié, joue les initiés ou souhaite l'être. Pour que cela devienne un délit, il faut que 4 conditions soient remplies. Le personnage doit occuper une fonction qu'il expose à savoir, qu'il soit administrateur de société ou agent de change par exemple. Il doit détenir une information privilégiée, précise et certaine. Il doit s'en servir ou la faire passer dans l'intention de réaliser un profit. Et il faut trouver trace de l'opération boursière qui constitue l'élément matériel du délit. Tout cela se chuchote plutôt que cela ne se claironne, on s'en doute. Et le juge doit apporter la preuve de ces 4 éléments pour chaque suspect, là où chacun, dans le milieu boursier, a plutôt intérêt au silence. Entre 30 et 80 affaires qui sont traitées par an par la COB, 3 ou 4 sont transmises au parquet, et sur ces 3 ou 4 affaires, 1 ou 2 au maximum aboutissent à des condamnations. Le juge a également cruellement besoin de l'aide étrangère de tous les pays par où des ordres boursiers ont transité. Avec les États-Unis, il y a convergence d'intérêts. Wall Street a besoin de transparence. Il devrait être assuré aussi de la collaboration britannique. La réputation de la City en dépend. Avec la Suisse, en revanche, malgré la Convention européenne d'assistance judiciaire, il faut compter un délai de 6 mois environ pour que les 4 cantons concernés et le tribunal fédéral s'accordent à nous aider. Au Luxembourg, le délit d'initié n'existe pas dans les textes, le résultat dépend de la bonne volonté des banques. Quant à Anguilla, le paradis fiscal des Caraïbes, sa vocation est à la discrétion. Le casse-tête du juge Édith Boisette peut commencer. Et dans cette affaire, j'ajoute que Roger Patrice Pelat a démenti aujourd'hui avoir acquis 40 000 actions supplémentaires de Triangle. Il le dit dans un entretien accordé à Paris Match. Le nom qui ressort le plus souvent dans le rapport de la COB sur l'affaire Péchinet, c'est celui de Max Terré. Max Terré, qui a 76 ans, est actuellement hospitalisé depuis hier. Et bien sûr, pour l'instant, il se refuse à toute déclaration. Voyons en détail qui est cet homme et quelle a été sa carrière. Françoise Joly, Christophe Marté. Il y a un mois, presque jour pour jour, Max Terré a fêté ses 76 ans.
Son histoire, c'est celle d'un engagement. Pendant la guerre d'Espagne, il est aux côtés des brigades internationales, puis dans la résistance. Max Théré, socialiste, milite au PSU avant de rejoindre le Parti socialiste dès le congrès d'Épinay. Et pour la cause, il dépense sans compter, car le militant est aussi un homme d'affaires avisé. En 1954, il crée la FNAC, une coopérative d'achat en plein accord avec ses idées. Un énorme succès et beaucoup d'argent qu'il n'hésitera jamais à mettre au service de ses convictions et de ses amis. En 1985, une de ses plus grandes aventures aux côtés des socialistes, le rachat du journal Le Matin, une entreprise désespérée mais un acte militant pour un homme que ses proches jugent désintéressé. C'est cet homme qui est dans le collimateur de la COB. Ses déclarations sont qualifiées de contradictoires, évolutives, erronées. Pour ses achats, Max Théré affirme avoir usé de son flair et s'être aidé d'informations publiques, des arguments que la COB démonte point par point. C'est maintenant à l'enquête judiciaire de préciser les accusations. En tout cas, les affaires ne font pas baisser la cote de nos dirigeants. D'après le sondage BVA Paris Match qui paraît demain, M. Mitterrand ne perd qu'un point, 53% de bonnes opinions. Et puis Michel Rocard, lui, gagne un point, 45% de bonnes opinions. Dans l'actualité politique encore, les problèmes PCPS. Le Parti socialiste est réuni depuis 17 h cet après-midi pour définir une attitude vis-à-vis du Parti communiste. Car il y a encore beaucoup de problèmes entre les deux partis à l'approche des municipales. Nouvelle rencontre PCPS demain avec une journée non-stop pour aboutir, quoi qu'il arrive, paraît-il, avant la fin de la semaine. Et puis cette décision du Conseil des ministres hier à propos des handicapés, un effort qui va être fait pour les non-voyants, pour qu'à partir des élections européennes, ils puissent faire leur choix seuls, grâce à des enveloppes de ce type avec des inscriptions en braille. Michel Gilibert, secrétaire d'État, a invité tous les ministres à prendre sur leur liste une personne handicapée en position éligible. Santé, le scandale de l'érythropoïétine. Je vous explique. L'érythropoïétine, c'est un médicament qui permet aux malades qui souffrent d'insuffisance rénale de mener une vie quasiment normale. Il y a en France, il faut le savoir, 16 000 dialysés. Seulement voilà, c'est un médicament qui est très nouveau et qui coûte donc très cher. Or, une circulaire du ministère de la Santé limite l'usage du médicament à 10% seulement des dialysés, pour raison d'économie, bien sûr. Il y a donc une discrimination, d'autant que certains patients fortunés vont s'approvisionner en Suisse. Enquête exclusive Antenne 2, Daniel Duigou, Marie-Françoise Griot. Dans cette seringue, il y a de l'érythropoïétine. Cette hormone obtenue par génie génétique coûte très cher. 350 francs l'ampoule, 4000 francs le traitement mensuel. Mais pour les insuffisants rénaux, elle n'a pas de prix. Elle permet d'éviter l'anémie dont souffrent la plupart des dialysés. Ça a vraiment changé ma vie parce qu'après avant j'étais très fatiguée et je vivais d'une dialyse à l'autre. Et puis j'avais même pas la force de faire autre chose. Et maintenant je suis comme avant si vous voulez, je suis normale entre guillemets. Je m'occupe de mes enfants, je voyage, je vais au théâtre, je fais tout comme tout le monde. Seul un malade sur 10 pourra bénéficier de l'érythropoïétine. Cette décision du ministère de la Santé scandalise les malades et les médecins. Faut-il traiter les gens jeunes? Faut-il traiter les gens qui travaillent? Faut-il traiter les gens qui ont des complications cardiovasculaires? En tout cas, ces choix sont pour nous impossibles à réaliser. Actuellement, la seule solution pour 90% des malades pour se procurer le médicament, c'est d'organiser une filière à partir de l'étranger. Première filière, cette pharmacie en plein centre de Genève. Il suffit de présenter une ordonnance. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez de l'érythropoïétine? Oui, oui, j'en ai. Un traitement de 2 mois. Oui. Ça va me coûter à peu près combien? Il faut combien de boîtes? Écoutez, il vous faut 4 boîtes de 6 ampoules. Ça fait à peu près 3200 francs suisses, soit environ 13 000 francs français. 13 000 francs. La difficulté, c'est de passer la frontière. Une Française a déjà été prise à Noël dernier par les douaniers. Bonjour monsieur. Vous avez quelque chose à déclarer? Rien, absolument rien. Merci. La deuxième difficulté, la plus importante, c'est pouvoir se payer le médicament, car il n'est évidemment pas remboursé. Ça coûte très très cher. J'estime que c'est un médicament pas pour riches forcément, mais pour quelqu'un qui, dans sa vie, a des revenus supérieurs à 10 000 francs par mois, si vous voulez.
La filière suisse a été en fait organisée par des médecins de cette clinique de Villeurbanne à qui le laboratoire avait communiqué l'adresse de la pharmacie suisse. Ces médecins revendiquent au-delà de la liberté de prescription leur responsabilité. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a un enjeu de fond qui est celui de la liberté médicale, la liberté de prescription, et celle-là je la revendique comme l'ensemble des médecins néphrologues notamment. Il y a également la responsabilité de cette prescription. Il n'est pas question de proposer l'usage de ce médicament pour l'ensemble des patients. Certains relèvent de cette thérapeutique, d'autres pas. C'est aux médecins qui les connaissent bien d'apprécier cette indication. En fait, depuis un mois, plusieurs filières se sont organisées à partir de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse pour plusieurs hôpitaux à Paris et en province. Mais tous les malades ne peuvent pas se payer ce qu'il leur reste à espérer, une meilleure qualité de vie. François Mitterrand en Inde, il est arrivé ce matin à New Delhi. Déjà, le président français a eu ses premiers entretiens avec le Premier ministre indien, Rajiv Gandhi. Premier résultat très concret de cette visite, la signature d'un contrat de 400 millions de francs pour la construction par la France d'une usine de vaccins. Jean-Michel Mercurol et Yvon Barbe suivent le voyage présidentiel. La population indienne imperturbable à la venue du président français, une première journée plutôt protocolaire ici à New Delhi pour François Mitterrand pour son deuxième voyage officiel en Inde. Entre-temps, Rajiv Gandhi a succédé à sa mère assassinée et les espoirs de coopération franco-indienne nourris à l'époque avec Indira Gandhi ont peu produit d'effets concrets. Manque de dynamisme des investisseurs français dans un pays continent fort de 800 millions d'hommes, François Mitterrand compte bien en tout cas profiter des convergences politiques qui lient les deux pays dans leur conception du dialogue nord-sud pour relancer les échanges économiques. Premier exemple, des possibilités d'implantation d'entreprises françaises en Inde, un accord signé ce soir pour créer à côté de New Delhi un centre de vaccins de l'Institut Mérieux capable de produire 72 millions de doses par an d'ici 92. Après avoir salué cet après-midi la mémoire du Mahatma Gandhi, du Pandit Nehru et de Madame Gandhi, François Mitterrand a réaffirmé ce soir au cours du dîner sa volonté d'engager avec l'Inde un programme de coopération de longue haleine. Première manifestation tangible de cette volonté, l'effort d'organisation de l'année de la France en Inde, dont il doit donner le coup d'envoi après-demain à Bombay. L'Iran, 10 ans après, le régime islamique s'apprête en effet à célébrer ses 10 années de pouvoir. C'est le 1er février 1979 que l'imam Khomeini était accueilli à Téhéran par des millions d'Iraniens. 10 ans et une guerre plus tard, le fanatisme est toujours là. Les objectifs sont en revanche loin d'être atteints. Patricia Coste. 1er février 1979, l'imam Khomeini quitte le petit village français de Naufle-le-Château pour Téhéran. À ce moment-là, personne n'imagine que la première révolution religieuse du XXe siècle commence et qu'elle va durer 10 ans au moins. Soutenu par 2 stewards français, Khomeini, qui a alors 78 ans, a l'extrême concentration de celui qui voit l'objectif de toute une vie à portée de main. Rien ne semble le surprendre ou l'émouvoir, ni le comité d'accueil à sa descente d'avion, ni l'aréopage des mollahs, ni les intellectuels ou opposants au Shah unis ce jour-là pour l'accueillir, ni les 5 millions d'Iraniens venus l'acclamer. Affluents de toutes les provinces du pays, ceux qu'on appelle les déshérités sont là depuis 3, 4, 5, parfois 10 jours, depuis le départ du Shah, à attendre celui qu'ils considèrent comme leur guide spirituel. C'est par hélicoptère que l'imam devra être littéralement extrait de la foule qui bloque son cortège. Sa première déclaration au cimetière de Téhéran contiendra les grandes lignes d'une politique dont il n'a pas varié 10 ans après. Aujourd'hui, guerre, problèmes économiques, exécutions, beaucoup de choses ne se sont pas passées comme certains l'imaginaient, mais une constante demeure, la volonté inflexible de l'imam de poursuivre la révolution islamique. D'autres informations, un mercredi dans le monde, en bref, en images, en couleurs, Bruno Roger Petit. Attaque au gaz lacrymogène à Marseille d'un fourgon de transport de fonds. Les malfaiteurs ont en effet utilisé des bombes lacrymogènes pour neutraliser le chauffeur et les transporteurs. Puis, sous la menace d'armes à feu, ils se sont emparés de l'argent du fourgon. Butin, 10 millions de francs.
Seul l'État espagnol hérite de Dali. Le testament rédigé en 1982 annule un précédent testament qui partageait l'héritage du maître entre l'État espagnol et le gouvernement autonome catalan. L'État espagnol hérite donc de 700 œuvres d'art que l'avocat du peintre estime à 15 millions de pesetas, plus de 850 millions de francs. Tous les Boeing construits après 1980 devront être vérifiés, seront inspectés les systèmes de sécurité anti-incendie qui équipent ces avions. Une décision qui fait suite à la découverte de 17 appareils défectueux sur ce point. Coût de cette mesure, 220 000 $, soit 13 millions de francs. Écoutez bien ce que je vais vous dire et ne vous choquez pas. Dans l'Eure, à Lanneville-du-Bosc, le maire est un connard. Vous croyez que je suis vulgaire ou que j'ai fait un lapsus? Eh bien pas du tout. Depuis 1855, les maires de cette petite commune ont toujours été des connards. Explication de cette histoire qui aurait bien plu au regretté dessinateur Chaval. Pascal Guigné. C'est comme une grappe de maisons éparpillées au bord d'une route du côté de Louviers, avec presque autant d'habitants que de jours dans l'année. Un village, mais avec une mairie qui se prend pour un hôtel de ville. De père en fils, d'oncle en neveu, une idylle vieille de 134 ans avec Marianne. Depuis 1855, la seule et même famille préside aux destinées de la commune. Un règne républicain sans partage pour la très bourgeoise dynastie des connards. À 80 ans, dernier d'une lignée illustre, Christian Raoul remet son mandat en jeu. Un mandat qu'il détient depuis 1935. Sans affiche, sans fanfare, Monsieur Connard fait campagne sur son nom. Ce nom vient de vieux mots saxons, kuhn, rusé, et hart, comme en anglais, dur, fort. J'ai donc absolument pas besoin de changer. Eh bien, si par malheur pour vous, un de vos adversaires se présentait avec une étiquette pour briguer à son tour votre place de maire, et si vous traitait de connard, qu'est-ce que vous lui répondriez? Ma main sur la figure. Que l'on se rassure, monsieur le maire ne se connaît ni rival ni opposant. Nous avons eu beau chercher, nous n'en avons d'ailleurs pas trouvé non plus. Oui, j'ai toujours voté connard. Hein. Si ça ne tenait qu'à vous, monsieur Connard serait réélu. Bah oui, pourquoi pas. Férocement apolitique, sûr de sa réélection comme des 10 premières, le maire avoue une seule passion, celle des fleurs. Elle vaut d'ailleurs au village fleuri de rafler tous les premiers prix du département depuis 16 années consécutives. Christian Raoul a pourtant un regret, lorsqu'il prendra sa retraite, à Dieu ne plaise, aucun connard ne lui succédera. Monsieur le maire n'a pas d'enfant. Encore une illusion qu'on perd. Il n'y a pas que les coureurs cyclistes et les athlètes qui se dopent, il y a aussi les chevaux. 8 trotteurs parmi les meilleurs Français ont été déclarés positifs après contrôle à l'issue d'une course. Poroto, par exemple, 4e du Grand Prix d'Amérique. Et moi, dans les milieux hippiques. Pierrette Bresse, bien sûr. Poroto, c'est lui, l'un des 8 chevaux déclarés positifs après le contrôle antidopage. Et pourtant, Poroto n'a pas besoin de clenbuterol, le médicament mis en cause, pour être le dauphin d'Ourasie dans les plus grandes courses de Vincennes, comme par exemple ici quand il finit 2e dans le prix de Bourgogne. Nous n'avons pas donné ce médicament à nos chevaux, ont déclaré les 8 entraîneurs interrogés. Tous ces professionnels savent en effet que systématiquement, les 3 premiers d'une course sont immédiatement isolés dans les boxes du vétérinaire en compagnie d'un préposé au prélèvement d'urine. En cas d'analyse positive, les sanctions sont trop graves pour que le jeu du dopage en vaille la chandelle. Nous pensons que leur bonne foi n'est pas en cause, et c'est la raison pour laquelle la sanction qui est prise est une sanction minimale. Nous pensons que, selon toute vraisemblance, le produit a été administré au cheval de façon non intentionnelle, peut-être dans la nourriture, et il n'y avait pas, enfin nous le supposons, de la part des entraîneurs, de volonté de doper leurs chevaux. Nous disposons d'un laboratoire qui effectue environ pour l'ensemble de l'institution 7000 analyses par an, et sur ces 7000 analyses, il y a une vingtaine de cas positifs chaque année. Aussi, les dirigeants de la Société du cheval français ont décidé d'appliquer la peine minimale, 10 000 francs d'amende à chacun et distancement du cheval qui devient dernier. La sanction pouvait aller jusqu'au retrait de licence de l'entraîneur. Pour les parieurs, rien n'est remis en cause, les jeux sont faits. Mais l'enquête continue, car les boxes de Vincennes sont pratiquement libres d'accès et un geste de malveillance n'est pas exclu. Et des chevaux à l'Arc de Triomphe, il n'y a qu'un Grand Prix.
Plus sérieusement, l'Arc de Triomphe retrouve la Marseillaise, et en plus elle est propre. Il s'agit bien sûr de la fameuse Marseillaise de Rude. Elle est dévoilée au public ce soir, après avoir été nettoyée après 8 mois de travaux. Ce nettoyage fait partie de la grande rénovation de l'Arc de Triomphe de la Place de l'Étoile, 34 millions de francs. Isabelle Staes. L'Arc de Triomphe qui s'effrite, il y a 1 an, ce clip vidéo était réalisé afin d'alerter l'opinion publique. Dégradation éclair, symbole de la vieillesse du monument napoléonien. Février 88, une souscription nationale est lancée. Objectif, réunir 17 millions de francs pour la restauration de l'édifice. Au total, 34 millions sont nécessaires. L'État en finance la moitié. Car l'Arc de Triomphe est gravement malade. Ses façades sont attaquées par la pollution atmosphérique. Ses fondations ne résistent plus aux infiltrations d'eau. Sa stabilité inquiète. Des pierres tombent de la voûte. Mais 88, les travaux commencent enfin. Les échafaudages sont bientôt masqués. C'est à travers cette gigantesque bâche tricolore, 8000 mètres carrés, que les fondations sont consolidées. Du ciment est injecté pour colmater les fissures. Les façades sont ravalées. Côté Champs-Élysées, le voile a été levé il y a quelques jours. Et ce soir, l'Arc retrouve une Marseillaise nettoyée. La fin des travaux est prévue en juin, normalement, car malgré les milliers de souscripteurs, il manque encore 7 millions de francs. La France officiellement candidate pour la Coupe du Monde de football 1998. Jean Fournet-Fayard, président de la Fédération, a porté 3 lettres ce matin à Zurich, à la Fédération internationale. L'une du président Mitterrand, l'autre du maire de Paris, Jacques Chirac, et la 3e, bien sûr, de la Fédération française. Question. Qui détient le pouvoir intellectuel en France? Intéressante question, posée par notre confrère, l'événement du jeudi, qui sort demain, posait cette question à de très nombreux intellectuels. Réponse surprise, car il y a 2 ex-aequo. Alors premier, Claude Lévi-Strauss, ça c'est normal, il était déjà d'ailleurs en tête dans un sondage il y a presque 10 ans. Premier ex-aequo, Bernard Pivot, et oui, quand la société médiatique rejoint la société intellectuelle. Gérard Dalmaz. Étrange palmarès reflétant notre civilisation. Bernard Pivot au premier rang du pouvoir intellectuel en France, mais heureusement ex-aequo avec Claude Lévi-Strauss, philosophe du structuralisme, un grand esprit du siècle. Derrière le tandem Pivot-Lévi-Strauss, François Furet, historien très connu pour ses travaux sur la Révolution. Bernard Pivot est agacé par son classement. Il faut remettre les pendules à l'heure. En aucune manière le critique est plus important que le romancier. Aujourd'hui, dans notre monde, les gens qui posent des questions sont aussi importants que ceux qui apportent des réponses. Et vous le savez, vous-même qui êtes en train de me poser des questions, vous le savez, et pour une fois, je dirais que mes réponses sont plus importantes que les questions. Mais quand je pose des questions, je sais très bien que tous les intellectuels que je reçois, tous les écrivains que je reçois apostrophe, apportent des réponses qui, elles, sont importantes. Et le vrai pouvoir, le pouvoir intellectuel, ce sont eux qui le possèdent et non pas moi. Je ne suis que l'intermédiaire entre les créateurs et le public des lecteurs. Je ne suis qu'un médiateur. Mais voilà, aujourd'hui le médiateur est aussi important que le créateur. Perversité. D'ailleurs, nouvelle perversité de votre interview, vous allez interroger celui qui ne devrait pas répondre et vous n'obtenez aucune réponse de celui qui devrait être à l'honneur ce soir. Voilà, c'est ça. Effectivement, par discrétion, Claude Lévi-Strauss n'a pas voulu répondre. Enfin, pour terminer, la femme ministre contre la femme serpillière. Madame Yvette Roudy, ex-ministre des Droits de la Femme, demande officiellement au président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Madame Roudy donc demande le retrait d'un spot publicitaire pour une serpillière. Selon Madame Roudy, c'est un sommet de vulgarité qui dégrade l'image de la femme. Pascal Deschamps a mené l'enquête, mais voyons d'abord l'objet du délit. La serpillière qui s'accroche au balai. Ce spot, écrit Yvette Roudy, porte atteinte à l'image de la femme. Saisi par des habitants de Lisieux, le député du Calvados proposait donc tout simplement un bon coup de balai, le retrait du spot. Accrochée au balai, qu'elle ne peut pas se décrocher. J'ai cru comprendre que cette serpillière avait des propriétés tout à fait spéciales et merveilleuses et qu'elle pouvait, je crois, coller au balai comme la femme à son danseur et qu'on pouvait la jeter après usage. Et je me suis dit que mes amis des Lisieux n'avaient pas tout à fait tort, en me montrant par là que rien n'est subalterne, et que même une image, ça peut aller très loin. L'agence publicitaire proteste de sa bonne foi. Le spot d'Étienne Châtillier, l'auteur de La vie est un long fleuve tranquille, a obtenu toutes les autorisations nécessaires et passé avec succès les tests réalisés auprès d'un panel de consommatrices. Le rôle de la publicité, c'est de vendre. Et en aucun cas, on peut vendre un produit à des personnes en les agressant, les insultant ou en les choquant. Donc si à un seul instant, on avait pu penser que notre film
allait être perçu de manière négative par les femmes qui sont supposées acheter cette serpillière Spidex, nous n'aurions fait ce film. J'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose d'amusant et de comique, qui m'a fait rire, qu'en a fait rire d'autres. Moi, je crois que c'est drôle, je crois que c'est essentiellement drôle, mais j'ai honte. J'ai honte, on ne devrait pas plaisanter avec ça. Je crois qu'en fait, on aurait dû mettre 2 femmes qui dansent ensemble. Je crois qu'il y aurait eu moins de problèmes. On le refera avec 2 femmes. Le CSA vient d'examiner l'objet du délit en séance plénière. Nous n'avons pas cru pouvoir revenir sur une décision définitive, dit le communiqué. Les 9 sages ont donc décidé de passer l'éponge. Voilà, demain, très vite, il y a un tiercé écarté. Alors, les pronos de Pierrette Bresse, les voici: 19, 14, 12, 13, 15, 17, 18 et 20. Et je vous précise que sur le Minitel 3615, code A2, vous pouvez en permanence avoir les pronostics de Pierrette pour tous les tiercés. La météo, c'est tout de suite avec José Blanc-Lapierre qui commence sérieusement à s'ennuyer, à répéter la même chose tous les jours. Et puis la dernière édition, ce sera Henri Sagnier vers 23h10. Excellente soirée sur Antenne 2, à demain soir, 20h.